Les premiers humains qui poseront le pied sur Mars ne reviendront jamais chez eux. Ce n'est pas une prédiction pessimiste, c'est une certitude scientifique que les agences spatiales préfèrent garder dans l'ombre. Pendant que les médias nous vendent le rêve d'une conquête héroïque de la planète rouge, la réalité dessine un tableau bien plus sombre. 3 tueurs silencieux attendent les premiers explorateurs martiens. 3 menaces qui transformeront leur mission en condamnation à mort. La radiation cosmique qui déchire les cellules vivantes atome par atome. Une atmosphère si ténue qu'elle équivaut pratiquement au vide spatial. Et une isolation psychologique si profonde qu'elle brisera l'esprit humain bien avant que le corps ne cède. Ces pionniers ne seront pas des héros qui reviennent triomphants sur Terre. Ils seront les premiers humains à mourir sur un autre monde, abandonnés à des centaines de millions de kilomètres de tout ce qu'ils ont connu. Et la chose la plus terrifiante, c'est que certains candidats le savent déjà et sont prêts à partir quand même. Avant de plonger dans cette réalité brutale, abonnez-vous à la Science Assoupie et activez la cloche de notification, parce que nous allons explorer des vérités que personne ne veut entendre sur l'avenir de l'exploration spatiale. Imaginez le moment où vous montez dans la fusée. Les moteurs rugissent, la Terre disparaît sous vos pieds, et vous savez avec une certitude absolue que vous ne la reverrez plus jamais. Ce n'est pas un scénario de science-fiction. C'est exactement ce qui attend les premiers astronautes en route vers Mars. Le voyage lui-même dure entre 6 et 9 mois, selon l'alignement des planètes. Pendant tout ce temps, vous flotterez dans une capsule métallique pas plus grande qu'un studio parisien, partageant cet espace confiné avec quelques autres personnes condamnées au même destin. Mais la durée du voyage n'est que le début du problème. La vraie question est celle du retour. Pour ramener des humains de Mars vers la Terre, il faudrait transporter suffisamment de carburant pour le voyage retour. Sauf que ce carburant est si lourd qu'il faudrait encore plus de carburant juste pour le transporter jusqu'à Mars. C'est un cercle vicieux qui multiplie la masse totale de la mission par un facteur si astronomique que les coûts deviennent prohibitifs. Nous parlons de centaines de milliards de dollars, peut-être même d'1 trillion. Certains visionnaires ont proposé une solution radicale. Pourquoi ne pas simplement envoyer les astronautes sans prévoir de retour ? Un voyage aller simple vers Mars réduirait les coûts de 80%. Les premiers humains sur Mars ne seraient pas des visiteurs, mais des colons permanents. Des pionniers qui acceptent de mourir sur une planète étrangère pour le bien de l'humanité. Plus de 200 000 personnes se sont déjà portées volontaires pour ce type de mission, sachant parfaitement qu'elles ne reviendraient jamais. Mais ce qu'on ne leur dit pas avec suffisamment de clarté, c'est à quel point leur mort sera horrible. Parce que Mars n'est pas seulement inhospitalière. Mars est activement hostile à la vie humaine, de manière que nous commençons tout juste à comprendre. La première menace qui attend nos astronautes est invisible, inodore et absolument implacable. La radiation cosmique. Sur Terre, nous vivons notre vie entière protégée par un bouclier invisible dont nous n'avons même pas conscience. Le champ magnétique terrestre enveloppe notre planète comme une bulle protectrice, déviant les particules chargées mortelles qui bombardent constamment notre système solaire depuis les profondeurs de l'espace. C'est comme si nous vivions sous un dôme de force invisible qui filtre les rayons cosmiques avant qu'ils n'atteignent notre peau. Au-dessus de ce bouclier magnétique, notre atmosphère ajoute une deuxième couche de protection. L'air que nous respirons, cette colonne de gaz qui s'étend sur des dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, absorbe et disperse encore plus de radiation. Ensemble, ces deux défenses réduisent notre exposition à la radiation cosmique à des niveaux négligeables. Un habitant d'un pays développé reçoit en moyenne 6 millisieverts de radiation par an, principalement du radon naturel dans le sol et des rayons cosmiques qui parviennent quand même à traverser nos défenses. C'est une dose si faible que notre corps peut facilement la gérer. Mais Mars n'a aucune de ces protections. Il y a 4 milliards d'années, Mars possédait un champ magnétique tout comme la Terre. Son noyau liquide générait des courants de convection qui créaient un effet dynamo, enveloppant la planète d'un bouclier magnétique protecteur. Mais quelque chose s'est produit. Peut-être un impact massif d'un astéroïde géant, peut-être un refroidissement rapide du noyau. Quelle qu'en soit la cause, l'effet dynamo s'est arrêté. Le champ magnétique de Mars s'est effondré. Et sans cette protection, les vents solaires ont lentement arraché l'atmosphère martienne, particule par particule, pendant des centaines de millions d'années. Aujourd'hui, Mars est nu, exposé, vulnérable. La radiation cosmique frappe directement sa surface, sans aucun obstacle, comme une pluie acide tombant sur une peau à vif. Maintenant, imaginez que vous êtes dans cette capsule spatiale, en route vers Mars. Les murs métalliques qui vous entourent offrent une protection dérisoire contre les rayons cosmiques galactiques. Ces particules voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière. Ce sont des noyaux atomiques accélérés par des événements cosmiques cataclysmiques, comme des supernovae, des noyaux si énergétiques qu'ils traversent votre vaisseau spatial comme s'il n'existait pas. Ils traversent également votre corps. Pendant les 6 à 9 mois de votre voyage vers Mars,
vous absorbez environ 1 millisievert de radiation par jour. Cela représente plus de 2 fois ce qu'expérimentent les astronautes sur la Station spatiale internationale, qui bénéficient encore partiellement de la protection du champ magnétique terrestre. À la fin de votre voyage, vous aurez accumulé entre 180 et 270 millisieverts. C'est déjà la limite de ce que la NASA considère comme acceptable pour une carrière entière d'astronaute. Mais vous n'avez même pas encore atteint Mars. Et ce n'est que la moyenne. Les événements solaires peuvent changer la donne en quelques heures. Lorsqu'une éruption solaire massive se produit, le Soleil éjecte des milliards de tonnes de particules chargées dans l'espace. Si vous avez la malchance d'être sur la trajectoire de cette tempête de radiation, les niveaux peuvent atteindre 2000 millisieverts en une seule journée. C'est une dose qui provoque le mal des rayons aigus. Vos cellules commencent à mourir en masse. Vos cheveux tombent. Vous vomissez sans arrêt. Votre système immunitaire s'effondre. Dans le meilleur des cas, vous survivez, mais votre risque de développer un cancer a augmenté de façon dramatique. Dans le pire des cas, vous mourrez dans d'atroces souffrances alors que vos organes se désintègrent de l'intérieur. Votre équipage regarde, impuissant, sachant qu'ils pourraient être les prochains. Et il n'y a aucun moyen de prévoir ces tempêtes solaires avec assez de précision pour les éviter. Vous jouez à la roulette russe cosmique pendant des mois, espérant que le Soleil restera calme. Certains astronautes que nous avons envoyés dans l'espace ont rapporté avoir vu des éclairs de lumière, même les yeux fermés. Ce n'était pas leur imagination. C'étaient des particules de haute énergie traversant leur globe oculaire et stimulant directement leur nerf optique. Chaque éclair représentait un rayon cosmique déchirant les tissus de leur cerveau, laissant derrière lui une traînée de cellules endommagées. Multipliez cela par des millions de fois pendant des mois et vous commencez à comprendre ce que subira votre cerveau en route vers Mars. Mais le voyage n'est qu'un avant-goût. Une fois que vous atterrissez sur Mars, la situation empire considérablement. Sur la surface de la planète rouge, vous êtes exposé à environ 0,7 millisieverts par jour. Cela peut sembler moins que pendant le voyage en espace profond, et c'est vrai, la mince atmosphère de Mars offre quand même une certaine protection. Mais cette protection est pathétiquement inadéquate. Et maintenant, vous n'êtes plus en transit pour quelques mois. Vous êtes là pour le reste de votre vie. Les calculs sont terrifiants. Si vous passez 600 jours sur Mars, ce qui représente environ une année et demie martienne, vous absorberez 420 millisieverts supplémentaires de radiation. Ajoutez cela aux 270 millisieverts du voyage aller, et vous êtes déjà à près de 700 millisieverts au total. Selon les modèles de la NASA, cette dose augmente votre risque de mourir d'un cancer de 5 à 10%. Et ce n'est que le scénario optimiste. L'intervalle de confiance supérieur place ce risque entre 10 et 20%. Un astronaute sur 5 développera un cancer mortel directement lié à la radiation martienne. Mais le cancer n'est même pas la pire conséquence. Les particules de haute énergie causent des dommages au système nerveux central que nous commençons tout juste à comprendre. Elles détruisent les neurones de votre cerveau. Elles perturbent les connexions synaptiques. Des études sur des animaux exposés à des radiations similaires ont montré des déficits cognitifs permanents. Perte de mémoire, difficulté de concentration, ralentissement de la pensée. Votre esprit, l'outil le plus précieux pour survivre dans un environnement hostile, commence à se dégrader, et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Vous pouvez essayer de vous protéger en vous enterrant. Les scientifiques ont calculé qu'il faudrait creuser sous 1 à 2 mètres de régolithes martiens pour réduire significativement l'exposition à la radiation. Mais creuser sur Mars demande une énergie considérable. Vous devriez construire votre habitat sous terre, ce qui complique énormément la mission. Et même sous 2 mètres de sol martien, vous n'êtes toujours pas complètement protégé. Les particules les plus énergétiques traversent même cette barrière. Vous avez juste ralenti votre mort, pas l'éviter. Parlons maintenant de la deuxième menace mortelle qui attend les premiers humains sur Mars, l'atmosphère martienne, ou plutôt son absence presque totale. Quand on parle d'atmosphère, nous pensons naturellement à l'air que nous respirons sur Terre, cet océan gazeux invisible qui nous enveloppe et rend la vie possible. L'atmosphère terrestre exerce une pression d'environ 1013 millibars au niveau de la mer. C'est cette pression qui permet à l'eau de rester liquide, qui nous permet de respirer, qui maintient notre sang dans nos veines sans qu'il ne bouillonne. Sur Mars, la pression atmosphérique moyenne n'est que de 6 millibars. 6. C'est moins de 1% de la pression terrestre. Pour comprendre à quel point c'est peu, imaginez que vous montez au sommet de l'Everest, puis continuez à grimper dans le ciel jusqu'à une altitude de 45 km. C'est la pression que vous trouveriez sur Mars. Sauf que même au sommet de l'Everest, des alpinistes peuvent survivre brièvement sans équipement pressurisé, bien qu'avec de grandes difficultés. Sur Mars, vous seriez mort en moins de 2 minutes. Le corps humain peut théoriquement tolérer une pression aussi basse que 63 millibars
ce qu'on appelle la limite d'Armstrong. En dessous de cette limite, l'eau bout à la température du corps humain. Votre salive commence à bouillonner sur votre langue. L'humidité de vos poumons se transforme en vapeur. Le sang dans vos veines superficielles commence à dégager des bulles. Ce n'est pas une ébullition au sens traditionnel du terme, avec de la chaleur. C'est une ébullition causée par la simple absence de pression. Vos tissus gonflent. Vos yeux se dilatent dans leurs orbites. Vous perdez conscience en 15 secondes à cause du manque d'oxygène au cerveau. Après 2 minutes, c'est terminé. Mais supposons que vous portiez une combinaison spatiale pressurisée. Vous êtes maintenant protégé du vide relatif. Sauf que cette combinaison devient votre prison. Chaque mouvement demande un effort, car vous devez lutter contre la pression interne de la combinaison. Vous ne pouvez pas simplement enlever votre casque pour respirer un peu d'air frais après une longue journée de travail. Il n'y a pas d'air frais. L'atmosphère martienne est composée de 95% de dioxyde de carbone, 2,7% d'azote et seulement 0,13% d'oxygène. C'est tellement peu d'oxygène que même si la pression était suffisante, vous ne pourriez pas respirer. Vous suffoqueriez tout en inhalant du gaz, exactement comme si on vous enfonçait la tête sous l'eau. Votre corps a besoin d'environ 20% d'oxygène pour fonctionner. Mars offre moins d'1% de cette quantité. Cette quasi-absence d'atmosphère a d'autres conséquences mortelles. Sur Terre, notre atmosphère dense agit comme une couverture thermique. Elle retient la chaleur pendant la nuit et modère les températures pendant la journée. Les variations de température sur Terre sont relativement douces, même dans les déserts les plus extrêmes. Sur Mars, sans cette couverture atmosphérique, les températures oscillent de façon sauvage. Pendant la journée martienne, près de l'équateur, la température peut atteindre 20 degrés Celsius. C'est agréable, presque confortable. Vous pourriez presque imaginer enlever votre combinaison spatiale et profiter du soleil. Mais attendez quelques heures, le soleil se couche. En l'absence d'atmosphère pour retenir la chaleur, la température plonge brutalement. En quelques heures, elle chute à moins 80 degrés Celsius. Au pôle, pendant l'hiver martien, les températures descendent jusqu'à moins 125 degrés Celsius. C'est plus froid que n'importe quel endroit sur Terre. C'est si froid que le dioxyde de carbone lui-même gèle et tombe du ciel comme de la neige de glace sèche. Maintenant, imaginez que vous devez maintenir un habitat pressurisé dans ces conditions. Pendant la journée, votre habitat surchauffe sous le soleil martien implacable. La nuit, il gèle. Vous avez besoin d'un système de contrôle thermique extrêmement sophistiqué qui fonctionne sans défaillance, jour après jour, année après année. Une seule panne et vous mourrez de froid en quelques heures, ou vous cuirez dans votre propre habitat comme dans un four. L'atmosphère ténue de Mars signifie également que les tempêtes de poussière sont à la fois fréquentes et terrifiantes. Sans l'air dense pour ralentir les vents, les tempêtes martiennes peuvent atteindre des vitesses de 100 km/h. La poussière martienne est incroyablement fine, comme du talc, et elle s'infiltre partout. Elle recouvre vos panneaux solaires, réduisant votre production d'énergie. Elle s'incruste dans les joints de votre combinaison spatiale. Elle contamine votre nourriture. Et cette poussière est probablement toxique. Les analyses des rovers martiens ont montré que le sol de Mars contient des perchlorates, des composés chimiques qui sont mortels pour les humains, même à faible dose. Respirez cette poussière et elle détruit vos poumons. Mangez-en par accident et elle empoisonne votre système digestif. Chaque fois que vous rentrez dans votre habitat après une sortie extravéhiculaire, vous ramenez cette poussière toxique avec vous. Lentement mais sûrement, elle s'accumule dans votre environnement de vie. Les tempêtes de poussière peuvent durer des semaines, voire des mois. La tempête de 2018 a englouti toute la planète, plongeant la surface dans une obscurité presque totale. Si vous dépendez de l'énergie solaire, vous perdez toute votre électricité. Vos systèmes de survie commencent à défaillir. Votre production d'oxygène s'arrête. La température à l'intérieur de votre habitat chute. Et vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre et espérer que la tempête se calme avant que vos réserves ne s'épuisent. Mais même si vous survivez à la radiation et aux conditions atmosphériques mortelles, il reste une troisième menace. Celle-ci est plus insidieuse, plus difficile à quantifier et potentiellement la plus dévastatrice de toutes. C'est la menace qui attaque non pas votre corps, mais votre esprit. L'isolation absolue. La séparation totale de tout ce qui fait de vous un être humain connecté à la civilisation. Dès que votre vaisseau spatial quitte l'orbite terrestre, quelque chose de fondamental commence à changer. La Terre, cette boule bleue et blanche qui a été le foyer de toute l'humanité depuis l'aube de notre espèce, commence à rétrécir dans votre fenêtre. Au début, elle reste majestueuse, reconnaissable. Vous pouvez distinguer les continents, les océans, les tourbillons de nuages, mais jour après jour, elle devient plus petite, plus distante, plus insignifiante. Après quelques semaines, la Terre n'est plus qu'un point lumineux parmi les étoiles, un point bleu pâle dans l'immensité noire de l'espace. Et ce point contient tout ce que vous avez jamais connu, votre famille,
vos amis, votre culture, votre langue maternelle, les odeurs de votre ville natale, le goût de votre nourriture préférée, le toucher d'un être aimé. Tout cela réduit à un pixel de lumière qui disparaît lentement derrière vous. Les psychologues appellent cela le phénomène de la Terre disparue. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vraiment testé, car même les astronautes qui sont allés sur la Lune pouvaient encore voir la Terre comme un disque visible dans le ciel. Ils savaient qu'ils étaient à seulement 3 jours de voyage de chez eux. Mais pour vous, en route vers Mars, cette distance grandit inexorablement. 1 million de kilomètres, 10 millions, 50 millions, 100 millions. Des distances si vastes que même la lumière met plusieurs minutes à les traverser. Et avec cette distance vient quelque chose de profondément troublant. La communication devient impossible au sens où nous la connaissons. Sur Terre, nous tenons pour acquis la capacité de parler instantanément à quelqu'un à l'autre bout du monde. Vous décrochez votre téléphone, vous composez un numéro, et en quelques secondes, vous entendez la voix de votre proche. Cette instantanéité nous connecte, nous rassure, nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Sur Mars, cette connexion se brise. Lorsque vous envoyez un message à la Terre depuis Mars, il voyage à la vitesse de la lumière. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information peut se déplacer dans notre univers. Et pourtant, même à cette vitesse cosmique, votre message met entre 4 et 24 minutes pour atteindre la Terre, selon la position de Mars sur son orbite. Puis la réponse prend encore 4 à 24 minutes pour vous revenir. Cela signifie qu'une conversation simple, un échange de questions et réponses, prend entre 8 et 48 minutes. Imaginez appeler votre mère et devoir attendre 48 minutes entre chaque phrase. Vous lui dites bonjour, vous attendez, vous fixez l'écran, vous attendez encore. 48 minutes plus tard, vous entendez sa voix vous répondre « Bonjour ». Vous lui demandez comment elle va. Vous attendez à nouveau. Ce n'est pas une conversation, c'est un échange de messages enregistrés. L'immédiateté humaine, la spontanéité, le flux naturel du dialogue, tout cela est détruit par les lois inflexibles de la physique. Vous ne pouvez pas partager un moment. Vous ne pouvez que partager des enregistrements de moments qui sont déjà passés. Et cela devient infiniment plus difficile lors des périodes de conjonction solaire. Environ tous les 2 ans, Mars et la Terre se retrouvent de part et d'autre du Soleil. Pendant environ 2 à 3 semaines, toute communication est coupée. Le Soleil lui-même bloque les signaux radio. Vous êtes complètement seul, sans aucun moyen de contacter qui que ce soit sur Terre. Si une urgence médicale survient, si un équipement critique tombe en panne, si vous avez simplement besoin d'entendre une voix humaine familière, prota. Le silence cosmique vous engloutit. Cette isolation communicative s'accompagne d'une isolation physique encore plus brutale. Vous êtes enfermé dans un habitat qui fait peut-être 100 mètres carrés, avec les mêmes 3 ou 4 personnes, jour après jour, mois après mois, année après année. Il n'y a nulle part où aller. Pas de parc où se promener, pas de café où prendre un verre, pas de nouvelles personnes à rencontrer. Juste les mêmes murs, les mêmes visages, la même routine monotone. Les études sur les stations de recherche antarctiques et les simulations spatiales au sol ont montré ce qui arrive aux humains dans ces conditions. Au début, tout le monde est enthousiaste. L'excitation de la mission vous porte. Vous êtes occupé à vous installer, à établir des routines, à explorer votre nouvel environnement. Mais après quelques mois, les fissures commencent à apparaître. Les petites manies de vos coéquipiers, que vous trouviez charmantes au début, deviennent irritantes. La façon dont quelqu'un mâche sa nourriture, le bruit que fait un autre en se raclant la gorge. Ces détails insignifiants prennent des proportions démesurées quand vous ne pouvez pas y échapper. Les tensions montent. Les disputes éclatent pour des raisons absurdes. Qui a utilisé le dernier tube de dentifrice ? Qui a oublié de nettoyer un équipement ? Ces conflits mineurs dans un contexte normal deviennent des crises majeures quand il n'y a pas d'échappatoire. Et vous ne pouvez pas simplement partir en claquant la porte. Il n'y a nulle part où aller. Dehors, c'est la mort. Vous êtes piégés ensemble dans une boîte de conserve pressurisée, respirant le même air recyclé, mangeant la même nourriture lyophilisée, regardant les mêmes visages. La simulation Mars 500, réalisée en Russie, a enfermé 6 hommes dans un habitat simulé pendant 520 jours. C'était la durée prévue pour un voyage aller-retour vers Mars. Et c'était sur Terre, où ils savaient qu'ils pourraient sortir en cas d'urgence absolue. Même dans ces conditions relativement sûres, les chercheurs ont observé des changements inquiétants. Certains membres d'équipage ont développé des troubles du sommeil chroniques. D'autres sont devenus léthargiques et dépressifs. Les niveaux de stress hormonal ont grimpé. Le système immunitaire de certains participants s'est affaibli. Et c'était juste une simulation. Les effets psychologiques de l'isolement prolongé vont bien au-delà de la simple irritation avec vos coéquipiers. Votre cerveau n'est pas fait pour exister dans un environnement aussi confiné et monotone. Les humains ont évolué en tant que créatures sociales, vivant dans des communautés dynamiques, avec une variété constante de stimuli sensoriels.
Nous avons besoin de nouveautés, de changements, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouveaux paysages à explorer. Sur Mars, il n'y a rien de tout cela. Le paysage martien est certes extraterrestre, mais il est aussi incroyablement monotone. Des plaines rocheuses rougeâtres à perte de vue. Pas d'arbres, pas d'oiseaux, pas de ruisseaux, pas de vent porteur d'odeurs familières. Juste du rouge, du gris et du noir sous un ciel rose poussiéreux, jour après jour, année après année. Cette privation sensorielle commence à affecter votre esprit de manière subtile au début, puis de plus en plus évidente. Votre perception du temps se déforme. Les jours se confondent. Vous perdez la notion de la date. Votre motivation s'érode. Les tâches qui vous semblaient importantes deviennent difficiles à accomplir. Vous commencez à vous sentir déconnecté de la réalité. Des études sur l'isolement extrême ont documenté des hallucinations auditives et visuelles. Vous entendez des voix. Vous voyez des mouvements du coin de l'œil. Votre cerveau, désespéré pour de la stimulation, commence à en inventer. La dépression s'installe. Une lourdeur émotionnelle qui transforme chaque action en corvée épuisante. Se lever le matin devient difficile. Prendre soin de vous semble inutile. Les pensées suicidaires peuvent émerger. Et si vous développez une véritable maladie mentale, une psychose ou une dépression majeure, que se passe-t-il ? Il n'y a pas de psychiatre sur Mars, pas d'hôpital. Les médicaments psychiatriques ont une durée de conservation limitée et peuvent se dégrader dans les conditions martiennes. Votre seule option est la télémédecine, avec un délai de communication de plusieurs minutes. Essayez de gérer une crise psychiatrique aiguë quand votre thérapeute ne peut vous répondre que 40 minutes après que vous ayez parlé. Cette isolation psychologique est aggravée par quelque chose de plus profond encore. La conscience que vous avez été abandonné par votre espèce. Sur Terre, même dans les endroits les plus reculés, vous savez que l'aide peut arriver. Si vous tombez gravement malade dans l'Antarctique, un avion peut vous évacuer. Si votre bateau coule en plein océan, des équipes de sauvetage peuvent vous chercher. Vous faites toujours partie du réseau de sécurité de l'humanité. Sur Mars, ce réseau n'existe pas. Si quelque chose tourne mal, si vous tombez malade, si votre équipement tombe en panne, personne ne peut venir vous aider. La Terre est à des millions de kilomètres. Même si quelqu'un partait immédiatement pour vous secourir, il faudrait des mois avant qu'il n'arrive. Et en réalité, personne ne viendra. Le coût serait trop élevé, les risques trop grands. Vous avez signé pour un voyage sans retour, et cela inclut mourir seul sur une planète étrangère. Cette réalisation s'installe lentement dans votre psyché comme un poison. Vous regardez le ciel martien et vous cherchez la Terre. Elle est là, un point de lumière parmi tant d'autres. Si petite que vous devez savoir exactement où regarder pour la trouver. Ce point contient 8 milliards d'êtres humains qui continuent leur vie, qui rient, qui pleurent, qui tombent amoureux, qui font des enfants, qui vieillissent. Et vous n'en faites plus partie. Vous êtes l'exilé ultime. L'effet overview, ce sentiment profond de connexion avec la Terre que les astronautes décrivent en la voyant depuis l'espace, se transforme en quelque chose de différent quand la Terre devient invisible. Au lieu d'un sentiment d'unité, vous ressentez un abandon cosmique. L'humanité continue sans vous. Vos amis arrêtent progressivement de vous envoyer des messages. Ils passent à autre chose. Ils trouvent de nouveaux amis. Votre famille vieillit sans vous. Vos parents meurent et vous n'êtes pas là pour leurs funérailles. Vos neveux et nièces grandissent sans vous connaître. Vous devenez une note de bas de page dans l'histoire de votre propre famille. L'oncle ou la tante bizarre qui est parti sur Mars et n'est jamais revenu. Maintenant, prenez toutes ces menaces individuelles et imaginez qu'elles se combinent et s'amplifient mutuellement. La radiation détruit lentement votre corps et votre cerveau. Les dommages cognitifs causés par les rayons cosmiques rendent plus difficile la gestion du stress psychologique. Votre capacité à réfléchir clairement, à prendre des décisions rationnelles, à maintenir votre équilibre émotionnel, tout cela s'érode sous l'assaut constant de particules de haute énergie. Pendant ce temps, vous devez faire face à l'environnement hostile de Mars. Chaque sortie extravéhiculaire est un risque. Votre combinaison pourrait se déchirer. Votre système de support de vie pourrait défaillir. Vous pourriez trébucher et vous blesser, et avec des capacités médicales limitées, même une fracture simple pourrait devenir mortelle. Le stress constant de vivre dans un environnement qui essaie activement de vous tuer amplifie l'anxiété et la dépression causées par l'isolation. Votre sommeil devient chaotique. Le cycle jour-nuit sur Mars dure 24 heures et 39 minutes, juste assez différent du rythme circadien humain pour perturber votre horloge biologique. Ajoutez à cela le stress, la radiation et l'environnement confiné, et vous développez une insomnie chronique sévère. La privation de sommeil aggrave encore tous les autres problèmes. Votre système immunitaire s'affaiblit, vous rendant vulnérable aux maladies. Votre jugement se détériore, augmentant le risque d'erreurs fatales. Votre humeur devient instable, intensifiant les conflits avec votre équipage. C'est une spirale descendante où chaque problème amplifie les autres.
Et contrairement aux astronautes sur la Station spatiale internationale, qui peuvent rentrer chez eux après 6 mois, vous n'avez pas de fin en vue. Il n'y a pas de compte à rebours vers le retour. Il n'y a que la certitude que chaque jour ressemblera au précédent, et que cela continuera jusqu'à ce que vous mouriez. Peut-être de cancer dans 10 ans, peut-être d'une défaillance d'équipement dans 5 ans, peut-être d'un accident dans 2 ans, ou peut-être que vous ne tiendrez psychologiquement que quelques mois avant de prendre la décision de terminer les choses vous-même. Ceux qui fouleront le sol de la planète rouge seront des pionniers dans le sens le plus brutal du terme. Ils ne planteront pas un drapeau et ne retourneront pas triomphants à la maison. Ils mourront sur cette planète rouge et poussiéreuse, leur corps probablement enterré dans le régolithe martien, marquant les premières tombes humaines sur un autre monde. Leur sacrifice servira-t-il l'humanité ? Peut-être. Ils prouveront que les humains peuvent survivre sur Mars, au moins temporairement. Leurs données aideront à améliorer les futures missions. Leur courage inspirera peut-être d'autres à suivre. Mais individuellement, personnellement, humainement, ils paieront le prix ultime. La radiation déchirera leur ADN, cellule par cellule, augmentant leurs chances de mourir d'un cancer douloureux. L'environnement martien les obligera à vivre comme des prisonniers dans un habitat claustrophobe, portant des combinaisons spatiales encombrantes chaque fois qu'ils voudront mettre un pied dehors. L'isolation brisera lentement leur esprit, les coupant de tout ce qui fait d'eux des êtres humains, connectés à leur espèce. Et à la fin, quand leur corps cédera finalement, ils mourront loin de chez eux, loin de leurs proches. Leur dernier moment observé peut-être par quelques camarades d'équipage tout aussi condamnés, ou peut-être complètement seuls. C'est la vérité que les programmes spatiaux préfèrent ne pas trop mettre en avant quand ils recrutent des volontaires pour Mars. Oui, vous ferez partie de l'histoire. Oui, votre nom sera gravé dans les livres comme l'un des premiers explorateurs martiens. Mais vous serez aussi un cadavre sur une planète morte, un testament à l'ambition humaine et à son coût terrible. Si cette vision brutale mais réaliste de l'avenir de l'exploration martienne vous a interpellé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la Science Assoupie. Nous continuerons à explorer les vérités inconfortables de la science spatiale que d'autres préfèrent ignorer, parce que comprendre les vrais défis est le seul moyen de peut-être, un jour, les surmonter.